Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel événement UX Writers FR qu'on a placé sous le signe du multilinguisme et du multiculturalisme dans le domaine de l'UX design et surtout de l'UX writing. On est très content de vous voir, on est très content de vous revoir et on est très content de vous avoir avec nous ce soir. Je présente rapidement le collectif UX Writers FR, donc c'est 3 personnes, Amandine Agic, Camille Promera et moi-même. Pardon? Pardon. Amandine Agic, Camille Promera et moi-même, Cyril Letton. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac quand on étudiait la trad et la rédaction. Et aujourd'hui, on travaille en tant que rédactrice et rédacteur UX slash content designer. Et on organise aujourd'hui des événements autour de l'UX writing et du design de contenu. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver nos événements passés, donc si vous voulez nous écouter parler d'accessibilité numérique, plutôt écouter nos intervenants parler d'accessibilité numérique, d'inclusivité ou d'UX writing dans le domaine du médical, tout ça c'est sur notre chaîne YouTube. Et on est également présent sur LinkedIn et Twitter. Et forcément, bien sûr, aussi sur Meetup. 2 choses à savoir concernant notre collectif. Si vous avez des idées de sujets, si vous voulez intervenir pour présenter un sujet, un projet ou toute autre idée autour de la rédaction UX et du content design, on est totalement pour. On vous y incite, on vous accueille avec grand plaisir et on est gentil, vous verrez, ça se passera, on va faire quelque chose de fantastique. La deuxième chose, c'est qu'on vous propose ces événements gratuitement. Donc, on paye nous-mêmes les abonnements Meetup et Google Meet pour rendre ces discussions et ces panels accessibles au plus grand nombre. Donc, si vous le pouvez, surtout si vous souhaitez nous aider et contribuer à l'organisation de ces événements, on a une page Ko-fi sur laquelle vous pouvez nous soutenir. Donc, on vous remercie. Et voilà, et donc maintenant qu'on a présenté le collectif, je vous propose qu'on rencontre nos intervenantes du soir, donc Sophie Ganiro et Agathe Watré, qui ont gentiment accepté de répondre à nos questions sur la rédaction multilingue. Et du coup, je vais les laisser se présenter. Donc, bonsoir Sophie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Hello, ouais, du coup, comme tu m'as bien présenté, je m'appelle Sophie Eniro. Je suis content designer aujourd'hui chez Blablacar. Donc, en fait, je m'occupe de tous les sujets qui sont côté passager, pour être un peu plus précise. Avant d'être chez Blablacar, j'étais UX writer chez Doctolib. Et avant d'être chez Doctolib, j'étais freelance pour plusieurs startups de l'écosystème tech parisien. Super. Voilà. Merci d'être avec nous. Bonsoir Agathe, merci d'avoir accepté notre invitation. Hello, merci à vous pour l'invitation. Donc, moi, c'est Agathe Watré. Je suis content designer chez Mango actuellement. Avant ça, j'ai fait un passage en tant qu'annotation analyst chez Apple pour le marché français et plus précisément pour Siri. Ensuite, avant, j'étais chez eDreams. Je travaillais plus dans la localisation. Donc, eDreams Odigeo, c'est le groupe GoVoyage, Opodo et eDreams. Et donc là, j'étais plus centrée sur la localisation. Et aussi le content design, mais c'était principalement localisation. Du coup, voilà. Super, on est très content de t'avoir aussi avec nous ce soir. Du coup, je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec une question super simple, mais assez nécessaire pour pouvoir ouvrir cette discussion. Quand on parle de rédaction multilingue, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme multilingue? Donc, Sophie, si tu veux commencer. Ouais, alors derrière ce terme multilingue, moi je vais juste parler du produit parce qu'en fait c'est à ça que j'associe en fait le terme multilingue quand j'en parle. Et pour moi en fait le multilingue c'est un produit qui est disponible dans plusieurs langues, mais c'est aussi en fait un produit qui a la capacité de s'adapter et de se localiser dans différentes langues, dans différents pays et du coup par extension dans différentes cultures. Donc voilà, en fait c'est comme ça que je définirais multilingue. Super. Agathe, est-ce que tu veux complémenter un petit peu cette Oui. réponse? Moi, je veux dire, j'ai la même vision, la même optique que Sophie par rapport au multilingue. Donc, c'est le produit en lui-même, non, par rapport à la rédaction, par rapport à sa forme. Mais j'aime bien aussi faire un peu la différence entre ce qui est l'adaptation, c'est-à-dire un produit localisé et un produit traduit. Donc, il y a une partie qui est plus la traduction, la localisation linguistique, et l'autre qui est un peu plus technique.
Donc, j'ai un exemple assez simple à proposer, par exemple, peut-être pas maintenant après le meet-up pour pas perdre le focus, mais le site de Mango au Japon. Donc, la structure du site est complètement différente, non? Ça répond vraiment au modèle japonais par rapport à la navigation, etc. Et le site Mango Espagne ou France a tout un autre modèle. Et si on fait plus, quand on parle de multilingue en mode la localisation linguistique, par exemple, je donnerais la terminologie précise selon les pays, parce qu'il y a plusieurs pays qui partagent aussi certaines langues. Donc, l'exemple du français France, français Canada, où en France, par exemple, on parle de solde et de démarque, et au Canada, non. Donc, ça, c'est plus le côté linguistique, et ensuite, il y a plus le côté avec l'aspect technique, je dirais. Ouais, c'est vrai, effectivement, quand on parle d'ouverture d'un produit à un nouveau marché, il y a plein d'aspects à apprendre, plein de personnes avec qui on travaille, les développeurs pour l'aspect technique, les linguistes, les traducteurs, les spécialistes en local, les agences de traduction aussi. Il y a tout un travail de revue de cycle de production de notre contenu. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Il me semble que vous avez toutes les deux d'ailleurs déjà travaillé ou suivi en tout cas l'ouverture d'un produit sur un nouveau pays. Est-ce qu'il y a des éléments ou des spécificités à prendre en compte selon votre expérience? Donc, Agathe, si tu veux commencer. Alors, actuellement, chez Mango, j'ai suivi l'ouverture de la Thaïlande et aussi de l'Indonésie. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Alors, le fait du caractère en lui-même, de la langue, au niveau technique, et aussi tout ce qui est spécificité du pays en lui-même. J'étais pas là pour l'ouverture, par exemple, des Émirats, mais je sais qu'il y a vraiment il y a des choses vraiment spécifiques à chaque pays où il faut vraiment prendre en compte. Par exemple, il y a un exemple que j'ai appris il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, par rapport à un mode de paiement aux Émirats où c'est une carte où on recharge, où on met une espèce de solde dessus et ensuite on donne un solde à cette personne pour qu'elle puisse faire les achats sur mango.com. Donc c'est quand même super intéressant comme modèle et c'est un truc vraiment adapté à ce marché, alors que ce produit n'est pas disponible dans les autres marchés. Donc, il y a vraiment à prendre en compte l'aspect socio-culturel. Donc, ce n'est pas simplement un côté linguistique. Ce qu'on peut faire si on a besoin de faire quelque chose de rapide, entre guillemets, je dirais, c'est pseudo-localiser ou justement traduire automatiquement pour avoir un petit peu un ressenti, surtout au niveau de la longueur du texte, etc. Mais il y a toute une recherche et il y a tout un travail à faire en commun avec l'équipe de localisation, justement, pour être sûr de bien prendre en compte les points importants, comme en Espagne, par exemple, il y a 2 noms de famille. Donc, à chaque fois, il faut avoir les champs avec les 2 noms de famille. En France, on inverse. Donc, je ne sais pas exactement si ça se fait encore vraiment le nom et ensuite le prénom, mais on inverse les champs. Donc, il y a plein de choses techniques à prendre en compte comme ça. Et on ne peut pas dire, bon, ben, on a les cases, tout est prêt, et on fait juste la traduction du contenu. Non. Je ne sais pas si toi, Sophie, tu as eu aussi cette expérience. En Italie, il me semble que tu avais Ouais, dit. ouais. Alors du coup, ben, je te rejoins complètement sur tous les exemples que tu as mentionnés. Effectivement, c'est pas juste on prend le même écran et on l'applique dans un autre pays. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et c'est quelque chose que j'ai vécu en fait chez Doctolib un peu à 2 niveaux. Parce qu'en fait, chez Doctolib, quand je les ai rejoints, on était présents déjà en France et en Allemagne. Et en fait, déjà à ce moment-là, je voyais que le produit français, on ne pouvait pas le dupliquer tel quel en Allemagne pour plein de raisons. La première, c'est qu'en fait, Doctolib, c'est un outil qui permet aux patients et aux praticiens de gérer leurs rendez-vous médicaux. Donc, en fait, ça touche à la santé, ça touche au personnel, enfin, à l'aspect très perso. Donc, en fait, quand on a une solution française qui s'implémente en Allemagne, il y a énormément de réassurance à apporter parce que ben, du coup, on touche à la santé, etc. Donc, Doctolib en France n'a pas la même aura que Doctolib en Allemagne. Donc, il y a ces éléments de réassurance aussi à prendre en compte d'un point de vue culturel aussi. Et aussi d'un point de vue, en fait, tout simplement expérience. Quand on a ouvert l'Italie, en fait, on se rendait compte aussi qu'il y a des flots qui ne marchaient pas en l'état, quoi. Par exemple, en France, on a la carte vitale. Donc, quand on prend un rendez-vous pour une téléconsultation, on rentre son numéro de carte vitale ou on peut rentrer son médecin, comment dire, médecin traitant. C'est des éléments qui n'existent pas forcément en Allemagne ou en Italie. Donc, en fait, il fallait prendre en compte aussi que un flow, on ne peut pas le copier-coller comme ça. Donc, il y a des spécificités en Italie. Je ne vais pas m'aventurer à parler italien en citant des termes, mais voilà. Donc, en fait,
j'ai découvert que voilà, il y a des choses à prendre en compte. Donc, il y a d'une part la spécificité du produit. Comme tu disais, Agathe, les champs pour les noms ou la manière d'écrire le nom, elle est complètement différente d'un pays à un autre. Il y a aussi le fait qu'on ait une solution qui a une identité et du coup qui est aussi raccrochée à une nationalité, donc française en l'occurrence pour Doctolib. C'est le cas aussi d'ailleurs pour Blablacar. Et du coup, en fait, il faut aussi s'adapter en fonction de ça et prendre en compte que pour le pays cible ou pour un autre pays cible, ben, on est à une solution étrangère. Et du coup, il y a aussi des éléments à faire, transmettre. Super, bah, merci pour vos réponses. On voit bien que du coup, effectivement, l'ouverture d'un produit sur un nouveau marché, ça impacte énormément l'expérience utilisateur, comme vous l'avez dit, et qu'il faut justement voir comment on la personnalise. En vous écoutant parler notamment de recherche en terminologie, notamment ce qui existe dans une langue, dans un pays, ce qui n'existe pas dans l'autre pays, je me demandais comment s'organise votre travail en terminologie. Est-ce que vous traduisez tous les termes de vos produits, où se met le curseur entre traduction et on garde des anglicismes dans une autre langue? Comment est-ce que vous évaluez votre besoin en traduction? C'est un vaste sujet. Si je peux commencer, je dirais qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. En fait, par exemple, chez Blablacar, on produit tout en anglais d'abord. Malgré le fait qu'on soit une solution française, on est disponible dans plus d'une vingtaine de langues différentes. Donc en fait, dès la création du contenu, même si c'est fait en anglais et que du coup, il faut qu'on s'accorde sur une langue source, et ben, du coup, on pense tout de suite à la localisation, on pense tout de suite à la traduction. Donc en termes de voilà, si c'est déjà long en français, on peut s'imaginer en anglais, pardon, on peut s'imaginer qu'en français, ça sera encore plus long, en allemand, ça sera encore plus long. Donc, du coup, ça, on prend en compte. Mais il y a en fait aussi une différence entre enfin, pour les anglicismes, il y a une différence de pays. En fait, il y a des pays et des langues qui les acceptent. Je sais qu'en France, c'est toléré dans certains milieux. Je te vois sourire sous ton masque, Cyril. En France, c'est toléré dans certains milieux. Je parle du milieu de la tech, évidemment. Peut-être que dans d'autres domaines, ça l'est un petit peu moins. Mais du coup, j'ai découvert aussi que chez Blablacar, par exemple, dans d'autres pays, ce qui est le cas de l'Ukraine, par exemple, on traduit absolument tout. Donc, même si le nom d'un produit a été fait en anglais, par exemple, c'est le cas d'une solution qui s'appelle Boost sur Blablacar, et en fait en français. Et en France, on a gardé ce nom, mais dans d'autres pays où c'est applicable, par exemple, on le traduirait, parce que du coup, ça ne serait pas toléré d'avoir un nom comme ça. Je sais que chez Doctolib, on traduisait tous les noms des produits et des fonctionnalités d'un pays à un autre. Donc en fait, ça dépend un petit peu à quel point la culture, le pays est à l'aise avec les anglicismes, à quel point il les utilise au quotidien, j'ai envie de dire. Merci. Agathe, tu veux compléter un petit peu les réponses de Sophie? Ça se passe un peu de la même façon chez Mango, sauf que nous, on crée le contenu en espagnol. Donc, Mango, c'est une entreprise avec un esprit vraiment familial et super méditerranéen. Ça définit vraiment bien la marque, sincèrement. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment ça. Donc, tout est fait en espagnol. C'est une entreprise super espagnole. Et en Espagne, on traduit tout. Donc, les noms de films, je veux dire, au niveau de la traduction, moi, j'ai étudié traduction interprétée en Espagne. Et tout est traduit, c'est hallucinant. C'est impossible, enfin pas impossible, mais bon, on garde vraiment très peu d'anglicisme. Même le mot whisky, il est en mode écrit en espagnol avec un G, un U. Enfin, c'est un peu fou. Même les Espagnols eux-mêmes, des fois, s'en moquent en disant on abuse un peu, on pousse un peu loin la traduction. Donc, pour le marché espagnol, on traduit tout, sauf les mots entre guillemets basiques, par exemple, pour tout ce qui est domaine fashion, donc look. C'est un mot assez simple en espagnol qu'on peut garder. Et ensuite, pour le reste des pays, on essaye d'évaluer un peu les besoins. Donc, on travaille beaucoup, encore une fois, avec l'équipe de localisation. On lance très souvent des questions aux traducteurs. On leur demande est-ce qu'on peut maintenir le terme en anglais? Oui, non. Et pourquoi? On demande toujours une explication et un terme, une alternative si jamais on ne peut pas garder le terme en anglais. Donc, il y a des moments où c'est vraiment des choses très propres à la marque. Par exemple, le programme de fidélité Mango Likes You, où on a les likes, c'est notre monnaie, entre guillemets. Donc là, c'est vraiment un produit de Mango. Mais je sais que pour la Russie, par exemple, c'est le seul pays
où c'était vraiment impossible de garder le terme likes comme anglicisme, et pourtant on a essayé. Super. Merci pour vos réponses. Ça nous donne une bonne idée de votre travail, effectivement, en tant que linguiste, en tant que content designer. D'ailleurs, quand on parle de rédaction multilingue, on parle implicitement aussi d'autres métiers, pas juste des content designers, mais aussi des métiers de la localisation, de la traduction. Comment est-ce que ça se passe pour vous, la collaboration justement entre le content design et la localisation? Si Sophie, si tu tu veux veux, commencer. ouais, je peux commencer si tu veux. Super, merci. Alors, moi, je suis arrivée chez Blablacar. J'ai eu la chance de découvrir un process qui existait déjà depuis quelques années et qui fonctionne. Donc, en fait, chez Blablacar, aujourd'hui, on est deux content designers, donc dans l'équipe produit, et il y a deux localization spécialistes. Alors, j'espère que c'est bien le terme, leur job title. Mais en fait, voilà, ils ont déjà mis un process en place depuis quelques années. Donc, en fait, le but, en fait, c'est de se synchroniser vraiment. Donc, nous, on est à l'origine du contenu, donc on crée le contenu produit. Et l'idée, comme je disais, c'est de se synchroniser le plus en amont possible pour qu'ils puissent anticiper les besoins de traduction. Donc, eux, ils ont leur process de leur côté avec des outils comme Phrase pour héberger tout le contenu et pour gérer les clés de traduction et attribuer les demandes aux différents traducteurs quand c'est nécessaire. Et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on se soit vraiment aligné, qu'on communique davantage avant qu'on envoie les traductions aux traducteurs pour qu'ils aient en fait l'ensemble du contexte, qu'ils aient aussi tous les éléments en tête. Par exemple, si on a travaillé sur un narratif un peu particulier, il faut qu'il l'ait en tête aussi pour comprendre un peu les choix de contenu qu'on a fait ensuite sur les différents écrans ou les différents assets, même que ce soit les emails ou push notification. Enfin voilà, on essaye de leur donner vraiment toutes les clés pour qu'ils aient le plus de contexte possible, si ce n'est le même contexte que nous, en fait. Donc voilà, il y a ce process qui existe déjà, qu'on essaye de maintenir et qu'on s'efforce de maintenir parce que je trouve qu'il y a une vraie collaboration à mettre en place avec les localization spécialistes. Et quand on a la chance d'en avoir dans son équipe, franchement, ça change vraiment tout. Après, je trouve que c'est de notre ressort, content designer, de faire en sorte que eux aient tout pour pouvoir avoir la traduction, enfin, justement, pas une traduction, mais une localisation la plus adaptée au contenu qu'on a créé dans la langue source. Euh, chez Doctolib, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais toute seule. Donc, en fait, le process de localisation et de traduction, il se faisait, en fait, tout passait par moi. Et en fait, les localization spécialistes, ils ont un vrai rôle qui dépasse en fait les demandes de traduction. C'est aussi de la gestion de ressources, de la gestion de budget. Il y a un enjeu vraiment technique aussi, gestion des outils, des différents outils qui est super important. Et quand j'étais toute seule, enfin, tout ça ne pouvait pas reposer sur mes épaules. Il y avait forcément des choses que je faisais pas bien. Et en fait, je trouve qu'on sous-estime un petit peu cette équipe-là et en fait qu'elle ne fait pas qu'envoyer des demandes de trad et des clés de trad à des traducteurs. Il y a vraiment tout cet enjeu de synchronisation. Et je pense qu'aujourd'hui, si le process il est aussi rodé chez Blablacar, c'est en partie grâce à eux parce qu'ils ont automatisé pas mal de choses et je trouve ça vraiment top. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai rien créé chez Blablacar, ça existait déjà, mais ça marche vraiment bien et je trouve que quand on a bien compris quel est le scope de chacun, c'est là qu'on a un alignement qui est assez puissant en fait. Top. Agathe, tu veux nous parler un peu de votre organisation? Alors, nous, on a un petit bout de chemin à faire chez Mango, si je suis sincère, au niveau localisation, parce que pour le moment, on utilise déjà la plateforme Localize. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez depuis 2019. Donc, c'était un process avant très manuel, Excel, à mettre sur le CMS, etc., etc. Donc, ce n'était pas très simple, pas de référence visuelle, pas beaucoup de contexte. Donc, on est vraiment en étroite collaboration avec l'équipe de traduction pour justement leur donner des références visuelles. Donc, la plateforme nous permet de mettre vraiment le screenshot, de taguer l'acquis à l'intérieur. Enfin, en voyant la plateforme, c'est vraiment super simple à utiliser. On utilise aussi le glossaire, on utilise aussi la mémoire de traduction. Donc, tout ça, ça permet d'avoir une certaine consistance
toute la traduction des contenus, c'est-à-dire que même si on travaille, nous, avec des traducteurs freelance qui ne sont pas toujours les mêmes, quand ils ont accès à la plateforme, il y a toute cette consistance, il y a tout ce travail qui est fait en amont et qui reste justement dans la mémoire de traduction et qui peut être réutilisé. Ce que commentait Sophie, justement, niveau gestion des budgets, c'est pas la même chose si on utilise la mémoire de traduction, si au niveau de la rapidité, d'être un peu autonome. Donc, on peut réutiliser certaines traductions quand on est bien sûr que c'est le même contexte, ou on demande presque toujours, je dirais, même si on réutilise la traduction, de faire une vérification de la part des traducteurs, parce que pour nous, ça a l'air d'être exactement synonyme et la même, mais peut-être que, vu du contexte, il faudrait changer ou ajuster quelques mots. Donc, on demande tout le temps. En fait, on a énormément de feedback avec les traducteurs et on leur demande beaucoup leur avis par rapport aux traductions. À chaque fois qu'ils nous laissent un commentaire, on essaye de trouver la solution qui convient au mieux. Et au niveau des décisions à prendre, je dirais que c'est surtout le contexte et c'est surtout, par exemple, la limitation de caractère. On le précise déjà à la base. On peut aussi bloquer un peu le champ pour leur expliquer non, non, vous avez dit 21, c'est 21. Enfin, c'est vraiment très spécifique, mais on en a besoin pour que ça soit fait au mieux. Et on utilise souvent aussi cette façon de consulter les termes, comme j'avais expliqué avant, non, de dire alors ce terme-là c'est viable, c'est faisable, oui, non. Et on l'utilise aussi pour les activités de content design research qu'on fait. Quand on est en phase d'exploration du projet, quand on voit d'autres choses faites ailleurs, on demande un petit peu parce qu'on a souvent aussi cette conversation je ne veux pas faire de spoiler, mais de personnes de langue native, non, qui proposent, qui suggèrent ou qui commentent certaines traductions. Donc, on a tout le temps un peu le backup des traducteurs parce que c'est des experts en linguistique, c'est des experts dans leur langue, mais c'est aussi des experts au niveau de tout le contexte socioculturel du pays. Du coup, c'est un argument assez fort et on essaye tout le temps d'avoir un peu les deux visions. Donc, on écoute les feedbacks, bien sûr. Alors, on a nos designs critiques, nos content critiques. On n'a aucun problème avec le feedback, mais on essaye au niveau des traductions justement de mettre ça en place et d'avoir tout le temps un traducteur qui puisse répondre aux doutes qu'on peut avoir quand on présente par exemple dans une session de produit avec la direction chez Mango. Comme ça, on est un peu prêt à ce niveau-là. Je comprends. Bah, super, comme vous l'avez montré, bah, du coup, c'est vrai que c'est toute une organisation quand on travaille justement avec des personnes qui font de la localisation, de la traduction. Et c'est intéressant de voir justement dans vos entreprises respectives comment ces activités sont bien segmentées, mais vraiment complémentaires. Et justement, bah, voir, comme vous l'avez dit, que les métiers de la localisation, ils sont incontournables quand on parle du UX, d'expérience utilisateur. Donc super, c'était vraiment un très très bien, très très beau paysage que vous nous avez présenté là. Et justement concernant vos entreprises aujourd'hui, combien de langues est-ce que vous gérez justement entre votre langue source et les langues traduites par vos équipes de Loca? Moi, je crois que chez Mango, il y a environ 24 langues. Et ce que je n'ai pas précisé avant, j'ai parlé de l'espagnol comme langue source, mais on a aussi des fois un backup en anglais parce que des fois, on ne trouve pas, ou c'est un peu plus difficile de trouver les traducteurs qui traduisent de l'espagnol vers d'autres langues. C'est pas au niveau de la difficulté de la traduction en soi, c'est au niveau ça prend plus de temps ou quand on a besoin d'être un peu plus rapide. Donc, des fois, on a deux langues sources, on fait anglais, espagnol, et ensuite, on ajoute les autres langues. Donc, je crois Super, que c'est 24 avec l'Indonésie, non, la Thaïlande, thaïlandais, c'était la dernière langue. c'est énorme, effectivement, ça fait beaucoup de localisation à gérer. Et Et chez vous, d'ailleurs, Sophie? Pardon. j'ai oublié de vous dire, au niveau de la localisation, c'est les content designers qui gèrent. Donc, on n'a pas de D'accord, personne qui gère la localisation en soi. d'accord. Chaque content designer gère son produit, la création de contenu et jusqu'à la traduction dans les 24 langues. Donc, toute la demande de traduction, etc. et tout ce travail avec l'équipe de traduction est fait par chaque content designer chez Mango. Énorme, Ça me fait énorme. rebondir sur ce point, désolée Thierry. Je te coupe Non, je t'en rapidement, prie. mais c'est vrai que chez nous aussi, en fait, le content designer est sur la création du contenu. Et même si après, il y a une passation qui se fait pour gérer en fait tout ce projet de traduction, de localisation par l'équipe localisation, en fait, après, il y a quand même, on va dire, un certain ownership qui est sur notre équipe. En fait, on doit s'assurer que le contenu soit revu
soit relue par les bonnes personnes. Si par exemple il y a des enjeux marketing particuliers ou légal par exemple. Donc en fait, c'est à nous derrière de s'assurer que ce contenu, une fois qu'il est traduit, il puisse être relu par les bonnes personnes et revu par les bonnes personnes. Donc on a effectivement, même si à un moment donné on passe la main, on la reprend pour la partie live du projet. Super, super. Bah, merci pour vos réponses. Bah, c'était super intéressant et on voit bien comment il y a une démarche bien raisonnée derrière vos combinaisons de langues, la manière dont vous travaillez avec des langues similaires, ce genre de choses-là. Et on est d'accord pour dire que la rédaction multilingue, ça nécessite l'intervention de personnes formées, spécialisées dans leur domaine, de la traduction, de la localisation. Et c'est très important de les avoir, mais comme vous avez pu le dire, notamment toi, Agathe, vous devez aussi, vous, gérer de la localisation et même dans votre travail en tant que rédactrice, ça vous demande aussi d'avoir des compétences en linguistique. Et du coup, là, je pense qu'on commence à rentrer un petit peu dans un grand débat qui a des implications notamment sur le recrutement des personnes. Comment ça se passe pour vous, le travail dans une langue qu'on ne maîtrise pas? Comment est-ce que vous appréhendez cet enjeu? Et du coup, ben, on rentre un petit peu dans le débat, enjeu de recruter un UX, writer non natif versus quelqu'un qui est natif. Quelle est votre «position» entre guillemets sur la question? Euh, Ouais, c'est un sujet qui est important, qui est assez chaud, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on en parle assez souvent quand on échange entre nous voilà, de ce sujet de pas être natif. Chez Blablacar, on écrit tout en anglais pour plusieurs raisons. Enfin, c'est une décision qui ne m'appartient pas, mais en fait, c'est aussi parce que les équipes, les différentes squads, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas natives françaises. Donc, du coup, pour la collaboration, en fait, voilà, on est un peu obligé de parler anglais. On est évalué en anglais. Parler et écrit, et en particulier les content designers. Donc, c'est sûr qu'on est évalué sur notre niveau à écrire et à présenter ses projets en anglais. Après, il y a toujours ce débat, en fait, oui, mais t'es pas native et t'écris en anglais. Et en fait, moi, il y a un truc que je dis souvent et qu'on a eu l'occasion d'échanger avec Agathe aussi, Amandine, enfin, un peu tout le monde, quoi, en fait, en réalité. J'aime pas trop ce débat parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'un natif anglais qui aurait pas forcément de compétences rédactionnelles particulières ou UX écrirait nécessairement mieux que moi, qui, avec mes compétences UX, mes compétences rédactionnelles, mon expertise et mes expériences précédentes. Donc là, j'ai un petit peu du mal, j'avoue, c'est un petit peu du mal à passer, je vais pas te mentir. Et en fait, ça réduit aussi, je trouve, l'UX writer ou le content designer à faire que du texte, en fait, à écrire que de la microcopie. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que notre métier, il va au-delà d'écrire sur un call to action ou de faire le contenu d'un flow. En fait, il y a on est vraiment des partenaires UX, en fait, on est vraiment des designers. C'est vrai que c'est vrai que j'aime bien ce type de content designer parce qu'en fait, il sert aussi à soutenir ce discours. Et en fait, voilà, on va aussi avoir une réflexion sur En fait, on se pose la question de quel problème on cherche à résoudre et comment on arrive à une solution. La solution, c'est pas juste du contenu, c'est ça va être une nouvelle fonctionnalité, ça va être lié au business, ça va être lié à la stratégie produit, ça va avoir des enjeux techniques aussi, des enjeux design, etc. Et du coup, voilà, en fait, je trouve ça, je veux pas me lancer un pavé dans la mare, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec cette réflexion. Et pour donner peut-être un exemple, c'est un projet que j'ai mené récemment chez Blablacar, parce que du coup, c'est un projet pour l'Ukraine. Donc, dans le contexte que l'on connaît tous, il a fallu optimiser le produit en fait récemment en Ukraine. Je préfère le dire tout de suite, je ne parle pas ukrainien et voilà, je ne maîtrise pas du tout cette langue. Et en fait, il a fallu optimiser et améliorer le produit pour permettre en fait aux personnes qui sont en Ukraine de pouvoir prendre un covoiturage plus facilement. Donc en fait, il y a eu plein d'initiatives qui ont permis de faire évoluer le produit. Mais peut-être pour donner juste un exemple un peu concret, en fait, la recherche d'un covoiturage sur Blablacar, il faut entrer sa ville de départ et sa ville d'arrivée.
Or, en fait, le problème qu'on essaie de résoudre à ce moment-là, c'était peu importe en fait la ville d'arrivée, finalement, les personnes cherchaient juste à fuir une ville de départ. Donc, en fait, il fallait complètement retravailler la recherche d'un covoiturage. Et du coup, en fait, cette solution, elle a été trouvée, on l'a travaillée en anglais. Et en fait, on s'est vraiment mis à la place de l'utilisateur en se disant quel est le problème qu'on cherche à résoudre, vers quelle solution on veut aller. Et du coup, on a créé cette solution en anglais avec une squad, pareil, qui était multiculturelle. Et du coup, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin de parler ukrainien à ce moment-là, mais il y avait besoin de comprendre le besoin de l'utilisateur et le positionnement aussi du produit pour résoudre ça. Donc, j'espère que ça répond à la question, puisque du coup, c'est vrai qu'en anglais ou en français, on peut toujours dire, mais tu parles si bien le français, si bien l'anglais. Ukrainien, j'en parle pas un mot, et pour autant, on peut travailler sur des projets comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'on en revient toujours en fait à l'utilisateur et à son besoin. Et c'est là qu'on voit que justement les compétences pardon, en UX d'un rédacteur ou d'une rédactrice en fait sont primordiales, que la recherche sur les utilisateurs, la connaissance de son environnement sont le point de départ pour tout projet en design de contenu ou en UX writing. Donc ton exemple pour le coup était vraiment très très parlant. Et du coup, je te remercie de l'avoir partagé avec nous parce que ça permet vraiment en fait de voir à quel point tout ça, ça prend justement une dimension très importante quand il est question d'une expérience d'un utilisateur qui est liée à sa vie. Donc pour le coup, c'était très parlant. Merci beaucoup. Je pense qu'on va finir peut-être sur une note un peu plus pratique slash technique, mais toujours justement liée aux compétences des content designers ou des rédacteurs et rédactrices UX, notamment sur la partie outillage et la création des outils et de leur maîtrise, ou sinon parfois le benchmarking d'outils externes qu'on doit acheter, comment est-ce qu'on fait leur choix. Est-ce que vous avez des conseils pratiques justement pour rédiger les contenus multilingues de ce côté-là? Donc Agathe, si tu veux commencer. Alors, nous, on utilise Figma et on utilise Localize. Et il y a un plugin d'intégration justement qui permet de voir les contenus en différentes langues. Donc ça, c'est top niveau multilingue parce que il y a une formule qui est pseudo-localisation. Donc, on peut voir plus ou moins la place que ça occuperait si jamais on devait faire dans une certaine langue. On peut aussi utiliser la traduction automatique. Comme je vous ai expliqué, ensuite, on a toujours une phase de révision et c'est pas quelque chose qu'on va prendre et qu'on va publier, mais ça peut toujours servir. Et au niveau des process, c'est vraiment super intéressant de pouvoir travailler sur le même dossier, sur le même fichier, en même temps, plusieurs personnes de l'équipe. C'est une plateforme vachement facile à utiliser aussi, qui permet d'avoir tout le contexte. On peut aussi créer une page, donc là plus technique, mais avec l'équipe pour les développeurs. Donc ça, c'est top et ils adorent parce qu'ils voient justement tout le design. Il n'y a que des keys à l'intérieur. Donc, il n'y a même plus les mots qui sont écrits. Ça se crée automatiquement avec un autre plugin. Donc, tout ce genre de trucs, je trouve que c'est vraiment super important pour pouvoir rendre les processus de création de contenu, surtout quand on veut faire du multilingue, où on veut voir directement dans plusieurs langues. Moi, je recommande la façon dont on travaille parce que je trouve ça vraiment... C'est simple et c'est rapide en fait. Et ça permet aussi d'ouvrir un marché assez rapidement, comme j'avais expliqué avant. Non, on aurait besoin de voir plus ou moins la page d'accueil je sais pas, en thaïlandais. Donc on peut au moins avoir un espèce de mock-up pour avoir une conversation ensuite et puis pouvoir affiner. Et j'ai vu une petite question, je rebondis un petit peu, je reviens un petit peu en arrière, de Mike, je crois, par rapport à Localization Manager chez Mango. Et je veux juste faire un petit spoiler. On vient de publier l'offre, je crois, hier ou avant-hier. Donc, en fait, oui, cette personne va bientôt arriver dans l'équipe. On la recherche, si elle Top, est présente dans cette salle. manifestez-vous. Tout à fait. Sophie, tu veux nous parler un petit peu de ton setup ou des choses qui pour toi sont super importantes? Je pense que tu as cité quand même pas mal de choses, Agathe. C'est vrai que je rebondis sur le glossaire qui, je pense, a beaucoup de valeur quand on a un produit multilingue, surtout pour s'accorder en fait sur les différents termes qu'on doit utiliser ou pas. Faut pas sous-estimer la force du jargon interne qu'en fait on utilise et qu'on a tendance à écrire parfois sur le produit.
Et c'est aussi un super outil que, enfin, en tout cas, moi, en tant que content designer, je partage avec les localization spécialistes pour ensuite les partager aux traducteurs pour être sûr que, en fait, derrière, on n'est pas 2 heures à passer dans Phrase pour pouvoir corriger et avoir une cohérence et une consistance dans le produit. Donc, ouais, je pense que c'est super important. Après, j'ai pas d'outils en particulier à ajouter à ceux que Agathe a listés, mais c'est vrai que c'est pas un outil, c'est peut-être plutôt un process, c'est une bonne pratique, c'est de toujours, quand on crée le contenu, penser localisation. Je pense que ça, c'est une pratique aussi qu'on a peut-être tendance à un peu sous-estimer. Alors, il y a aussi un peu le revers de la médaille de ça, c'est que en fait, souvent, on a tendance à penser français et écrire anglais. Ça aussi, c'est faire un petit peu attention à ça. Mais voilà, toujours penser que le contenu qu'on écrit, en fait, si on utilise une forme ou une syntaxe un peu complexe déjà en anglais, il faut se dire que ben, il y a peu de chances qu'elle existe en français ou que du coup, si on a voulu avoir un texte dans un nombre de caractères spécifique, ça aide aussi à pouvoir un petit peu se limiter en anglais, en français, etc. Ouais. Moi, j'ai un conseil à donner, enfin, c'est un conseil, moi, ça m'aide au quotidien, c'est d'être structuré au niveau de la façon de demander les traductions, de donner le contexte, d'avoir un certain cadre qui est tout le temps respecté, justement pour ne rien oublier. Donc, contexte, action précédente, action suivante aussi, pour remettre un peu le traducteur en situation de la page que l'utilisateur, l'utilisatrice a vue précédemment, la page qu'il ou qu'elle verra ensuite. Ça, c'est super important parce que des fois, on a l'impression, comme nous, on est vraiment dedans et enfin, ça va tellement vite, on se dit oui, bon, c'est un CTA, il y a ça, il y a ça. Je fais ma demande de traduction et en fait, ça pourrait justement éviter des doutes, des questions. Et une traduction qui devait être simple et rapide, au final, il y a beaucoup plus de doutes. D'avoir une certaine structure et un template un peu à suivre. Donc, je me dis tout le temps un peu les templates, c'est la vie, il ne faut pas en abuser, mais je trouve que d'être structuré, ça aide et de documenter aussi. Tout ce qu'on peut avoir comme, par exemple, quand on fait de la recherche de contenu, quand on a eu un feedback sur un terme particulier, etc., documenter tout ça et ouvrir à tout le monde pour que tout le monde puisse consommer cette information et que rien soit fait justement seulement dans l'équipe de content design ou dans l'équipe de product. On est vraiment tous ensemble et on a aussi l'équipe de recherche avec nous. Donc là, ça, c'est vraiment super important, je trouve, au niveau plus des process que des outils. Mais ouais, ensuite, on est aussi avec le Content Design Guideline ou tout ce qui est guide de style à localiser dans les différentes langues des différents pays. Donc là, pour le moment, on est vraiment en phase création espagnole chez Mango, mais ensuite, on va justement être beaucoup plus précis, utiliser toutes les sections qui sont à localiser parce qu'on aura forcément des choses à localiser pour certaines langues ou certains pays. Et ouais, donc c'est plus au niveau des process d'être assez structuré. Je me l'applique parce que je suis un petit peu... Non, mais comme tu l'as dit, les templates, c'est la vie, donc ça nous guide énormément, c'est super. J'aime beaucoup l'expression. Mais effectivement, on voit bien que c'est tout un travail d'organisation, tout un travail autour des opérations, et on entend de plus en plus parler justement de ce terme d'opération en production de contenu. Il y a des livres qui sortent sur le sujet, il y a eu plein de présentations lors d'événements passés, notamment chez Perspective, qui parlent justement de ces opérations et de comment est-ce qu'on s'organise, comment on s'organise avec toutes les personnes qui travaillent sur le produit, en interne, en externe, et dans cet écosystème où est-ce que les designers se retrouvent. Et comme vous l'avez bien souligné toutes les deux, effectivement, il y a tout un travail d'organisation qui doit être fait pour être sûr que derrière, toute la chaîne de production s'enclenche très très bien. Donc, mais bon, effectivement, je pense que ça peut faire lieu ça peut donner lieu, pardon, à un autre sujet. Mais en tout cas, pour ce soir, c'était vraiment super, super, super cool de vous avoir, Sophie et Agathe. On vous remercie énormément. Juste un instant. Oui, pardon, on me soufflait qu'il y a des questions. Et justement, du coup, je vous remercie, Sophie et Agathe. Et on va commencer à regarder un petit peu les questions qu'on a. Alors, du coup, un instant, on se passe les ordinateurs pour pouvoir faire la modération. C'est top. Alors, première question. Comment est-ce que
évaluez ce besoin de traduire les anglicismes? Je ne sais pas qui de vous deux prendra la... Moi, je pense que je peux répondre, mais j'ai l'impression de me répéter un peu. En fait, au niveau du besoin, quand on a le doute, et c'est presque avec tous les anglicismes, sauf les anglicismes, et même ceux qui sont vraiment courants, j'ai envie de dire, pour nous, ou du moins de notre point de vue, soit espagnol, soit français, on envoie tout le temps la demande à l'équipe de traduction. La même formule que je vous expliquais avant. Ce terme, oui, non, est-ce qu'on peut le garder en anglais? Est-ce qu'on doit le traduire? Et si on doit le traduire, quelle est l'alternative? Expliquez-nous un peu le contexte et pourquoi on doit le traduire avec une justification. J'ai un peu l'impression de me répéter, par contre, peut-être que Sophie, tu Ouais, peux... je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sollicite on sollicite toujours l'équipe localisation qui, du coup, est en lien avec les traducteurs pour ça. Mais il y a aussi, en fait, une phase aussi qui se passe plutôt en recherche, donc en amont de la création du contenu, via les user tests. En fait, c'est en fonction de l'utilisateur cible, essayer un petit peu de voir, en fait, avec quel langage et quel terme il est familier. Il y a des utilisateurs, par exemple, je sais pas, des personnes qui sont dans la tech, etc., qui ont l'habitude d'utiliser des applications. On va peut-être pas forcément avoir besoin de tout traduire parce que si on traduit, on va peut-être les perdre. On va utiliser des termes en fait dans lesquels ils sont pas familiers, dans lesquels ils se retrouvent pas. Tout ça, en fait, on va le découvrir, les termes qu'ils utilisent, le langage, la manière dont ils décrivent leurs problèmes ou leurs besoins dans la phase de user test. Donc ça aussi, ça permet de savoir est-ce que ces utilisateurs utilisent des anglicismes ou est-ce qu'ils traduisent tout. Et c'est hyper utile. Ça m'était particulièrement utile chez Doctolib avec la partie, enfin la cible praticien, parce que voilà, je suis pas médecin et du coup, de deviner les termes qu'ils utilisent, c'était impossible. Donc, en fait, j'étais obligée de faire cette recherche de termes. Et ça, pour le coup, les traducteurs ne pouvaient pas forcément me dire quel terme médical il fallait utiliser. Donc du coup, voilà, je pense que c'est un mix des deux. Un peu les utilisateurs et aussi les traducteurs peuvent être de très bons conseils. Top. Ouais, la Merci. recherche, c'est super important. J'ai oublié de le mentionner. Mais en vrai, nous, ce qu'on a fait plusieurs fois, c'est un peu les techniques de 5-second research, non? Où on met un mot devant les utilisateurs et on leur demande ce qu'ils en gardent au niveau du concept. Et quand on voit que rien à la lecture du mot, c'est... Et là, on se dit, ah non, c'est pas bon. Ça veut dire que ça, en anglais, ça passe pas du tout. Donc, c'est vrai, c'est super important d'avoir le point de vue des utilisateurs et avec la recherche et en direct, c'est encore mieux de les entendre te dire qu'ils ne comprennent absolument rien à ce que tu as écrit. C'est ça, et de les voir justement pendant les entretiens de recherche, voir comment ça se passe, leur réaction, ça aide énormément. Merci D'où beaucoup. l'importance de s'impliquer en tant que content designer dans la recherche. Et on ne fait pas juste de la recherche en tant que designer ou en tant que PM. Mais du coup, voilà, faut se faire sa place aussi dans la recherche et potentiellement parler soi-même aussi aux utilisateurs. Parce que souvent, quand on est exclu de cette phase-là, ce qui n'est pas normal et ce qui ne devrait pas être le cas, mais bon, ça peut arriver qu'on soit exclu de la phase de recherche. Et ben en fait, il faut pas oublier que le content designer va avoir une analyse différente qu'un product designer, qu'un PM quand il va voir un utilisateur utiliser un prototype. Donc, c'est hyper important d'être présent aussi et de s'impliquer dans la recherche. Voilà, je crois qu'Agathe, on a mis une bonne couche de rappel sur la recherche. On l'avait oublié, mais on l'a J'avais mentionné à envie la fin. d'envoyer un petit cœur, mais on peut pas sur Google Meetup. Mais tout à fait. Et surtout, du point de vue content designer, la richesse qu'on peut apporter, c'est cette espèce de inspecteur, non, mode inspecteur, inspectrice, où on est vraiment dans la salle, où on écoute vraiment tout ce qu'ils disent. Et moi, je me fais une méga liste et je cherche tous les synonymes. Et après, justement, on peut affiner, quoi. Alors que souvent, au point de vue de la recherche, on reste vraiment dans le concept ou dans ce qu'on est en train de rechercher, où on a le focus. Et au niveau du point de vue linguistique et le fait de parler plusieurs langues aussi, ça aide à rebondir sur une langue ou sur une autre et à enrichir justement la création de contenu. Donc moi, des fois, en mode recherche, j'écris dans plusieurs langues et après, je fais de la back traduction des traductions. Donc des fois, ça fait n'importe quoi, mais des fois, c'est très utile et ça donne un bon résultat. Top. Merci. Une autre question qu'on a toujours sur la partie langue source traduction, donc je lis toute la question. Je vois de plus en plus de rôles en UX Writing où les entreprises demandent des personnes bilingues ou polyglottes. Ça veut dire qu'on demande aux UX Writers de faire aussi de la localisation, ce qui est logique pour une petite startup, mais pose beaucoup de questions pour l'évolution, donc le scaling par la suite. Ça devient problématique et c'est une problématique pardon, que je rencontre de plus en plus chez mes clients.
Et donc la question pour vous, comment avez-vous choisi la langue de source et quelles solutions avez-vous trouvé pour scaler? Ben, on a, enfin, chez Blablacar, on n'a pas, c'est pas moi qui ai choisi la langue source, mais c'est une décision, enfin, que j'ai, enfin, c'est une question que j'ai posée chez Doctolib parce qu'en fait, quand j'ai commencé, la langue source, enfin, c'était le français, un peu l'anglais, etc. Effectivement, à partir du moment où on ouvre des différents pays et qu'on a des équipes qui sont multiculturelles avec des gens qui ne sont pas forcément natifs d'un pays ou d'un autre, du coup, l'anglais s'impose un peu comme la langue évidente pour communiquer en interne et du coup, ben, collaborer sur les différents écrans qu'on produit. Donc, en fait, c'est un choix, je pense, qui est assez évident à partir du moment où on est plusieurs et je pense aussi que c'est plus simple de traduire depuis l'anglais vers d'autres langues. Donc, j'ai pas eu de langue particulièrement exotique, on va dire, dans mes expériences. C'est vrai qu'on peut traduire du français vers l'allemand ou du français vers l'italien. Mais voilà, aussi par souci de collaboration, d'écrire en anglais et de produire en anglais, ça nous permet de simplifier le processus de localisation et l'évolution, de rajouter une langue par la suite. C'est plus simple. Je gère pas les ressources de traduction, mais j'imagine que c'est aussi plus simple de trouver des traducteurs qui parlent anglais ou qui traduisent depuis l'anglais que depuis le français. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si tu as autre chose à rajouter, Agathe, de ton côté. Par rapport à ce que tu dis au niveau des combinaisons de langues, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, c'est plus simple de l'anglais vers d'autres langues, surtout par exemple quand on prend thaïlandais, indonésien, etc. En ayant la langue source espagnole, c'est un peu plus compliqué à trouver. Par rapport à la gestion de la question qui était posée, c'était si la personne qui est content designer fait aussi de la localisation, si j'ai bien compris, au niveau de la gestion de ça. Moi, je pense que c'est possible que la personne qui est, si par exemple cette personne parle plusieurs langues, moi par exemple, dans mon cas, je fais tout le temps un check des traductions en français. Donc, des fois, je les fais moi-même parce que c'est plus rapide et je suis vraiment dans le projet. Et franchement, ça me prend vraiment 2 secondes, donc je le fais. Par contre, si c'est un projet où il y a beaucoup plus de volume à traduire, j'envoie le contenu à traduire et ensuite, à chaque fois, je fais un check. Et pour moi, c'est un peu naturel, comme on fait de la création de contenu en espagnol. Et au final, ben, comme je suis française et j'ai travaillé très très longtemps en français, je trouve pas ça problématique. Je trouve justement que ça apporte une certaine valeur aussi au niveau de l'équipe, le fait de parler plusieurs langues. Après, je trouve que c'est pas non plus quelque chose de strictement nécessaire. C'est-à-dire, on peut très bien être content designer dans une boîte anglaise où on parle anglais, le contenu est rédigé en anglais, ensuite on envoie tout à traduire. Je veux dire, je vois aucun souci à ça. Ce qui me gêne un peu plus, c'est le fait de demander que, comme on en a déjà parlé avant, hein, le content designer soit natif anglais. Donc moi, par exemple, chez Mango, je suis française et je fais du contenu en espagnol et j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. L'équipe m'a super bien accueillie. Mon accent, c'est mon identité. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça assez cool. Et je pense que les entreprises qui ne sont pas vraiment ouvertes à sauter un peu ce paramètre de personnes de langue native, je ne sais pas s'ils ont vraiment bien compris le rôle du content designer ou la mission, du moins au quotidien, c'est-à-dire tout cet esprit plus logique, stratégique, de préparation, anticiper les problèmes, les résoudre, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit problème au niveau du recrutement, de se dire, bon, bah, tiens, cette personne, qu'elle soit anglaise, qu'elle me fasse les traductions anglaises. Et c'est un peu plus compliqué. Mais le fait de pouvoir justement faire un peu une révision, où justement, moi, quand je regarde des choses en français, je me dis, tiens, ça, je vais le mettre dans le glossaire parce qu'à chaque fois, j'ai le doute, je ne sais pas comment. Et pour que le traducteur, ensuite, à l'heure de faire sa traduction, justement, dans le glossaire, il y a le nouveau terme ou le nouveau mot qui a été ajouté. Donc, je pense qu'on peut contribuer en parlant plusieurs langues, mais je ne trouve pas que ça soit quelque chose d'absolument nécessaire. Top. Et justement, en parlant de contribution, on avait une question sur les échanges entre les personnes qui traduisent ou localisent et les content designers qui créent le contenu. À quoi ressemblent du coup ces échanges? Est-ce qu'il y a une boucle de feedback? Est-ce qu'il arrive que le contenu à la source se trouve amélioré par les commentaires d'autres personnes qui travaillent sur la loca ou la trad? Ou est-ce que, au contraire, on va dire le premier jet de contenu que vous avez fait est gelé?
Moi, j'ai envie de dire que non, c'est jamais figé. Enfin, que ce soit moi qui fasse un feedback ou quelqu'un d'autre ou un utilisateur. Enfin, en fait, le contenu, il évolue et quand on est content designer, je pense qu'on est toujours amené à itérer sur ces projets. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est là depuis plusieurs années dans une entreprise ou sur un produit, en fait, on voit ces contenus évoluer, on voit les projets évoluer en fonction des besoins, etc. Donc, je pense que un contenu n'est jamais. C'était quoi le terme? C'était figé ou gelé? Je Je l'ai, sais ouais. plus. Non, en tout cas, il est. Enfin, c'est aucun des deux. Après, du coup, c'était la question, c'était à quoi ressemblent les échanges, enfin, comment ils se matérialisent, j'imagine. Euh, chez nous, en fait, chez Blablacar, les échanges, ils ont plusieurs formes. Ça peut être un simple meeting. En fait, nous, on reste, on n'a pas des meetings réguliers ou figés dans l'agenda. Pour le coup, on essaye d'être flexible en fonction du besoin. Parfois, on va créer un meeting de vraiment 30 minutes juste parce que on se pose une question en se disant, ben, tiens, je suis en train d'explorer ce contenu en anglais et j'ai l'impression que, en tant que Français, j'ai l'impression que ça va être une galère à traduire en français. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Donc, on va être dans un espèce de process de micro-copie où on va itérer ensemble. Donc ça peut être un meeting, par exemple, un meeting de validation aussi, où on va voir ensemble, ben, voilà, tous les contenus que j'ai créés. Est-ce que tu as un feedback en particulier en tant qu'expert des mots aussi, d'une certaine façon? Et on a aussi ben, des échanges en asynchrone, par des commentaires sur Figma, par exemple. Sur Slack, on a un channel Slack avec les deux localization spécialistes et nous, les deux content designers. Donc, en fait, c'est un peu en fonction du besoin. On est assez attaché, enfin, moi, en tout cas, je suis assez attachée à rester flexible et à pas, même si j'adore les process, je pense que les échanges doivent être assez simples et en fonction du besoin, il ne faut pas que ça soit. Enfin, je pense que j'ai aussi pas envie de cannibaliser les localization spécialistes avec mon scope à moi, parce que j'aimerais pas que ça soit l'inverse aussi ou d'une quelque autre personne. Mais voilà, j'ai pas envie de les sursolliciter pour brainstormer, pour échanger, pour qu'ils me disent ce qu'ils pensent d'un mot ou d'un autre. Je pense que voilà, dans le process, il y a différentes phases. Mais en tout cas, leur feedback et maintenant qu'on a tout documenté, donc aussi à travers le glossaire avec les guidelines pour avoir des standards et des normes en commun, je pense qu'on n'a pas besoin d'échanger de vive voix, mais on peut échanger en asynchrone aussi. Et juste peut-être des fois checker d'une manière ou d'une autre ce qu'ils ont documenté de leur côté, ce que j'ai documenté, est-ce que c'est en lien. Euh, voilà, j'espère que je réponds à la question. Oui, c'était super clair. Merci. Et du coup, bah, je vais prendre une dernière question par l'intermédiaire d'Amandine. Donc, c'était la question pardon, d'Élise qui demandait qu'est-ce qui motive à utiliser l'anglais comme langue source. Donc, ben, Élise, pour te répondre, je te donne la réponse d'Amandine. Qui dit que bah, justement, effectivement, souvent on peut utiliser l'anglais comme comme langue source. C'est pas grave si c'est pas la première langue c'est pas la langue pardon, dans laquelle on va rédiger. On peut très bien rédiger dans une autre langue et ensuite faire traduire ce contenu dans l'anglais pour pouvoir justement ensuite derrière envoyer la traduction à une agence, à toutes les personnes qui travaillent sur la loca, à partir de l'anglais pour justement avoir, on va dire, ce départ depuis l'anglais global pour pouvoir ensuite harmoniser tout depuis l'anglais. Donc voilà, donc c'est aussi une des raisons qui fait que parfois on travaille d'abord en anglais parce que bah, c'est parfois peut-être plus simple de trouver justement un traducteur de l'anglais vers une autre langue. Donc j'espère que ça répondait à ta question. Et je vois qu'il est déjà 19h28, 29 maintenant. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super enrichissant d'avoir les réponses et l'expérience de Sophie et Agathe. Ben, je tenais encore à vous remercier d'avoir accepté cette invitation. C'était top. Bah, merci beaucoup Merci à à vous. toi et à vous pour avoir organisé ce meet-up. De rien, de rien, de rien. Euh, on va continuer les meet-up encore jusqu'au mois de juin, avant les grandes vacances. On aura peut-être normalement 2 événements à vous proposer en juin. Donc, restez à l'affût sur le groupe Meetup ou sur tous les réseaux.
vous remercie encore d'avoir passé cette heure avec nous. C'était top, on a adoré. Encore merci Sophie, encore merci Agathe. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Bye.